pour prendre des décisions importantes. Est-ce qu'on peut faire ce lien-là entre là-bas dans les pays francs et ces pays donc dans nos contrées en Afrique? Je pense qu'il y a des similitudes en Afrique et il y a des choses qui se ressemblent même si ce n'est pas identique. Je crois qu'il est fort probable que l'on puisse établir ces similitudes-là ou ces comparaisons, ces parallélismes-là. Alors, ce que je voudrais aussi souligner, quelque part, c'est qu'avant, ça veut dire, lorsque je n'allais qu'à l'école occidentale, je ne savais pas, ou du moins je n'étais pas consciente qu'au niveau de nos langues, il y avait aussi des niveaux de langue. Alors, un jour, pas assise à là-bas, mais dehors de là-bas, j'écoute les personnes âgées parler. Et pourtant, c'était du fond qu'ils parlaient. Mais j'étais incapable de comprendre ce qu'ils disaient. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me poser des questions et que je me suis dit, mais en fait, on devrait peut-être aussi arrêter en Afrique de parler de langue mineure, d'inférioriser nos langues, en fait. Parce que dans nos langues, il y a des niveaux de langue. Et si on n'a pas ce bagage intellectuel-là, il se peut que certaines choses nous échappent. C'est pourquoi lorsque les personnes âgées parlent, on est ébahi parce qu'ils disent des choses. Ils utilisent une rhétorique qui n'est pas accessible au commun des mortels si on n'a pas cette connaissance-là. Voilà, donc c'est pourquoi là-bas, qui a forcément des similitudes dans d'autres cultures africaines, est le lieu paradigmatique où on esthétise réellement la parole. Le discours de l'homme n'est en fait que le discours d'un autre qu'il ne fait que rapporter, c'est-à-dire le discours de sa femme. Parce que évidemment, dans toutes les grandes religions et dans toutes les littératures, la femme est présentée comme extrêmement intelligente, comme d'une finesse d'esprit extraordinaire, et que très souvent, quand les choses bloquent dans l'espace public, quand les hommes ne parviennent pas à trouver la solution, évidemment, ce sont les femmes qui proposent. Mais elles proposent la solution, mais elles ne parlent pas dans l'espace public. Et c'est justement cette dynamique qu'on pourrait effectivement analyser. Je vous remercie. Quel rôle, quelle place accordez-vous à l'auditeur ou alors à l'interlocuteur? Je sais que du passage de la linguistique structurale à la pragmatique, John Austin a joué, le livre de John Austin a joué un rôle important. Le titre s'appelle Quand dire, c'est faire. Lorsque les actes illocutoires ou perlocutoires du langage sont utilisés pour agir sur l'interlocuteur ou sur l'auditeur en tant que tel, il y a quelque chose qui se passe là. Est-ce que la beauté de sa parole, c'est celle que l'auditeur entend, l'interprète, ou est-ce que la beauté de la parole, c'est sous une forme qui est codifiée, qui est là, que naturellement le locuteur utilise pour mobiliser son pouvoir sur l'auditoire. J'ai fait un peu allusion ou un clin d'œil à Pape Massène Sène, que j'aperçois au fond, et qui a travaillé un peu sur les questions de parole en Afrique, chez les Sérères surtout. Deuxième question. J'ai raté un peu l'intervention de madame tout à l'heure, une partie de l'intervention, mais j'ai cru comprendre que vous avez fait recours au texte de Gayatri Spivak, qu'on laisse pas le terme pour parler. Et la question que je pose, c'est naturellement le statut du sujet en tant que tel. Spivak utilise, en s'inspirant un peu du modèle foucaldien qu'il dénonce, bien sûr, dans le sujet, la place du sujet dans le discours occidental. Alors, est-ce que transposé dans les sociétés africaines où on parle d'individus et de collectivités, est-ce que le sujet peut être appliqué naturellement à la femme, à l'enfant, à la personne âgée pour quel est le statut du sujet en tant que tel?
lorsque la parole, le lieu de parole, l'énonciation, le contexte intervient en plein discours. Voilà. Je vais parler de l'univers sémantique dont vous parliez un peu, en posant le problème de la symbolique des langues, la traduction la difficulté qu'on avait à traduire, par exemple, tous les textes qui viennent un peu des pays colonisés. Le problème, je pense, qui consiste à passer de l'espagnol au français pose beaucoup plus de problèmes. Si un espagnol lit le texte, c'est certain qu'il va prendre une claque littéraire. J'en ai pour preuve. Tous les romans écrits en français ici, Allah n'est pas obligé, par exemple, vous donner en français, qui a fait 20 ans de littérature, il prend sa claque, incontestablement. Sous ce rapport-là, les univers symboliques ont un sens et permet à, si vous voulez dire, ceux qui n'ont pas la parole, pour parler un peu, pour transposer le débat, ceux qui n'ont pas eu la parole et qui l'ont eu après, c'est-à-dire les colonisés, le problème ne se pose pas seulement, c'est quand on passe d'une langue étrangère à une autre langue étrangère. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, quand on passe du français, de l'espagnol que vous traduisez en français, ça pose problème. Mais peut-être si vous donnez le roman Ecomo à lire en espagnol, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème. Il y aurait moins de problèmes et ça a un sens. Et je me demandais l'importance de traduire ces textes-là. Est-ce qu'il faudrait les traduire? Est-ce qu'il ne faudrait pas les laisser tels quels? C'était juste une interrogation semi-participation, si vous voulez, ou recommandation. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. La deuxième chose, c'est surtout, je reviendrai sur la question de la confiscation de la parole dans les sociétés africaines où la phallocratie a cours. Pour dire ceci, et d'ailleurs vos collègues en ont parlé, 3 collègues, Madame Irma Anguimedou, Aïssata Soumana Sungo, on travaille un peu sur le roman de Aminata Sofal. Et on essaie de voir dans quelle mesure, et ils traduisent subalterne par dominés durables, hein, les dominés durables, les femmes. Dans quelle mesure le combat, parce que là vous n'en avez pas parlé du tout, le combat féminin ou le féminisme tel qu'il s'est produit avec tout ce que cela implique depuis les années 60, dans quelle mesure le féminisme exacerbé pouvait être un modèle ou un anti-modèle à la négociation de la parole dont vous parliez. Mais le problème que je me pose dans le roman, en revenant dans le roman que vous avez utilisé ici, parce que pas une seule fois, il est possible de négocier, puisque même la femme, quand elle veut, elle ne parle pas pour là-bas, elle ne fait qu'aider son mari pour que le mari vienne le rejoindre. Le problème c'est, alors, à moins que nous repassions à ce que Mori a dit, et que le moment où le seul moment où la femme peut négocier la parole, c'est dans la chambre, c'est-à-dire dans l'anti là-bas, je ne vois pas dans quelle mesure en fait la femme pourrait parler ici, dans ce roman-là. Je ne sais pas si peut-être vous l'avez tout simplement brossé ou vous n'avez pas eu le temps d'en parler, mais il n'y a pas possibilité de négocier puisqu'elle ne parle pas. Et si elle ne parle pas, et l'espace même où elle est censée parler en réalité, et c'est là peut-être qu'on pourrait revenir sur la dimension spatiale du roman que vous avez utilisé, je n'ai pas vu un peu. Mais dans cette dimension spatiale, si l'auteur nous essaie de montrer dans quelle mesure ou dans quel espace la parole confisquée peut être libérée, pour que la dominée durable, qui est la femme, puisse retrouver la parole et parler après, je ne sais pas si c'est aménagé dans ce roman, je ne l'ai pas encore lu. Mais il n'en reste pas moins que le combat que la femme doit mener aujourd'hui, et puisque aujourd'hui vous avez la parole, si on doit la traduire, si on doit la traduire en fait, moi c'est ma préoccupation interne aujourd'hui, c'est qu'il y a un juste milieu qu'il faut choisir. C'est que si la parole de la femme doit reprendre la parole de l'homme, c'est qu'il n'y a pas besoin de se battre. C'est comme si vous remplaciez un pouvoir phallocratique par un pouvoir, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Si c'est l'objectif de la femme, c'est prendre la place de l'homme, ça ne sert à rien. Je crois que plutôt de dire... Oui. Oui, plutôt si c'est une autre façon, parce que c'est le combat féminin que je suis en train d'entrevoir,
c'est que le véritable problème, c'est de se dire d'abord, je suis femme et je le reste, je ne suis pas Madame X, je suis telle, et je revendique mon entière, on va dire, en tant que femme, je reste femme. Et la parole que je dois mener n'est pas consubstantielle ou ne dépend pas en fait de l'homme. Je dois parler et l'homme doit parler. Et le combat, c'est de faire en sorte que la parole dont je suis dépositaire ne soit pas minorée, complètement évacuée par l'homme. Il faut que l'homme essaie de me donner la parole et m'écoute. Bon, voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé de montrer un peu dans les travaux que ces trois dames-là ont montrés en commettant un texte, en disant au fond que le féminisme exacerbé qui est aujourd'hui en vogue ne doit plus se targuer de reprendre une parole qui de fait est là. Il faut qu'elle se fasse, cette parole féminine-là, mais qu'elle ne doit pas dépendre du pouvoir phallocratique. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le sens de mes propos. Donc si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez également me dire dans quelle mesure et pourquoi. A priori, dans l'imaginaire collectif, on peut avoir l'impression que la question de la beauté est accessoire de façon générale, mais au regard des différentes communications qui ont été développées, on se rend compte que la beauté traverse toute notre vie. Donc, généralement, l'opinion ne le conçoit pas de cette façon, mais à travers ces communications, on se rend compte que tout est beauté dans notre vie. Et le thème de ces séminaires qui ont été développés ont à juste titre illustré cela. Ceci étant, je vais un peu interpeller à travers une question au professeur Dr Abdoulaye Ba, qui a fait une très belle communication sur le rapport, les liens qui existent entre la beauté, le langage et le réel. À travers sa communication, il a montré que nous avons toutes les difficultés à nommer et à dire le réel dans ses différentes dimensions et dans sa netteté. Et pour sortir de ces difficultés, il nous propose 3 solutions. La solution mythico-religieuse, la solution mythico-religieuse dans ce qu'on appelle l'intuition de la transcendance, qui est le fondement même de l'humain. Il nous propose la solution mathématique à travers le langage symbolique. Il nous propose également la solution chez les sophistes. Au niveau de la première solution, qui est la solution du sophisme, j'ai quelques difficultés. Nous sommes sociologiquement déterminés, sociologiquement conditionnés, et sur ce, nous avons des difficultés à interpréter, à dire un réel qui ne reflète pas notre propre sociologie. Et vouloir le faire, et au niveau de l'Afrique, dans toutes les questions de développement, nous utilisons ce qu'on appelle un langage, des communications qui ne sont pas en mesure d'exprimer véritablement les réalités africaines. Par exemple, la langue française, la langue anglaise. Est-ce que le sous-développement de l'Afrique n'est pas causé, provoqué par cette impossibilité, voire cette difficulté de traduire le réel dans sa netteté à travers des formes langagères qui nous sont extérieures? Et cela me fait passer un tout petit peu aux savants, aux penseurs, aux philosophes Cheikh Anta Diop. Donc voilà, de façon générale, les 2 questions que j'avais, sur lesquelles j'ai interpellé le docteur Abdoulaye Ba. Je vous remercie de votre attention. Ne pensez-vous pas qu'il est important d'effectuer une décolonisation du là-bas, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, milieu où justement le droit à la parole est une exclusivité des anciens et des hommes? Ne pensez-vous pas qu'il est important de faire une sorte de thérapie, une thérapie du là-bas, pour donner justement plus de place aux autres membres de la famille, par exemple, les enfants, les jeunes, qui très souvent voient leur droit à la parole limité, atrophié. Donc il m'a paru important de parler du thème, parce que je travaille dans ce sens-là avec le professeur M. Moritiam, sur la question de la négativité chez Hegel. Donc c'est justement faire œuvre de négativité en donnant beaucoup plus de place aux autres, en les donnant justement
la liberté de dire ce qu'ils pensent. C'est une sorte d'éducation, une bonne éducation d'ailleurs, que de donner à l'enfant toujours à un moment venu, donc de créer son sujet, donc de faire cet acte de présence au monde une fois débarrassé justement de la tutelle parentale. Merci. Juste 2-3 observations, je ne sais pas si ce sont des questions, mais c'est plutôt de l'ordre des suggestions. Je suis arrivé à la fin de l'intervention de Mme Agoumé, donc je n'insiste pas outre mesure. Madame Diop, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je voulais juste vous demander pourquoi vous parlez de langage non verbal concernant le petit bébé, alors que votre démonstration parfaitement pertinente montre qu'à travers ce que vous appelez les pleurs, en vérité, il y a communication. Moi, mon problème, c'est cette notion même de pleurs au lieu de la notion de cri. Parce que si vous retenez le SEM cri, nous ne sommes plus dans du non-verbal. À partir du moment où c'est vous-même qui nous démontrez avec énormément de pertinence, j'insiste, qu'à travers cette expression, l'enfant communique avec la maman. Pouvez-vous donc nous dire pourquoi vous enfermez, entre guillemets, excusez l'expression, cette communication-là uniquement dans du non-verbal? Mais vraiment, c'était particulièrement riche, je vous remercie. Alors je vais taquiner un petit peu le jeune cousin bas. Riche, pertinent, c'est clair. Mais il commence par un discours d'émerveillement et de fascination, ce processus d'esthétisation qui est effectivement une réalité, pour décrire le réel. Ça, c'est un fait, je vous le concède. Ensuite, vous sautez les balises en demandant de prendre des distances un peu avec Platon, etc. Et vous tombez dans quelque chose qui m'intéresse particulièrement lorsque vous citez ces récits mythiques. Ma question est la suivante. Quand il s'agit de décrire le réel, décrire, tout ce que vous avez dit, effectivement, est d'une richesse extraordinaire. Lorsque vous interprétez maintenant le réel, est-ce que ces outils-là et ce processus d'esthétisation, d'émerveillement et de fascination reste le plus pertinent? Troisième niveau, et c'est sur celui-là que j'insiste, lorsqu'il s'agit de concevoir le réel. Ce que notre collègue tout à l'heure, en rappelant Mamoussé Diagne, disait à propos de la parole qui se fait acte. Concevoir le réel, la conception au sens de donner naissance. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a là un dépassement du réel que vous avez parfaitement bien décrit, qui fait que l'objectif n'est pas de rendre compte du réel, mais d'en créer un nouveau ou de transformer l'existant pour en faire une nouvelle réalité? Vraiment, je vous remercie tous, c'est particulièrement riche et nous pourrons effectivement, à travers toutes ces productions de nos sages et de nos anciens, nous rendre compte. Madame, c'est sur ça que vous avez conclu votre intervention tout à l'heure quand vous répondiez, qu'il est peut-être important de chercher à nous interroger sur notre parole endogène. Quelles sont les conceptions, les messages, les significations produites à l'intérieur de nos peignes, comme disait Babacar, mais en amont de nos peignes. Chers collègues, tu as raison, Bakary. Est-ce que c'est celui qui parle qui est plus important que celui qui le fait parler? La parole des femmes dont vous parlez avec beaucoup d'émotion, quelquefois de distance, en parlant de paroles confisquées, est-ce une parole confisquée ou une parole dissimulée? Dans toutes les religions révélées, ceux qui parlent, ce sont des prophètes. Mais les prophètes sont porteurs d'un discours qui n'est pas le leur, celui de l'être supérieur, Dieu. Est-ce
que c'est celui qui parle dans le Pent, qui a donc cette mission prophétique, qui est plus important que l'aide supérieure qu'il a envoyé pour parler en son nom? Est-ce que l'homme qui parle dans le Pent est plus important que celui qui l'inspire sa muse, la femme? Faisons attention à ne pas plaquer des réalités autres sur nos réalités endogènes. Je vous remercie. Dans le cas du langage non verbal, il y a également tous les comportements qui viennent avec ces pleurs. Le sommeil, la manière d'exprimer ses besoins, la défécation, le fait que l'enfant entre dans des systèmes, par exemple, de colère, la manière dont l'enfant exprime à travers son corps ses besoins, son état d'esprit. Il y a là aussi, c'est vrai, du non-verbal. C'est un langage, mais il n'est pas exprimé par des sons forcément. Il peut être exprimé aussi par des sensations physiques, par des situations physiques. La fièvre, les maladies que le nourrisson peut rencontrer. Ça représente aussi, quelque part, une communication sur sa manière de se sentir. C'est vrai que ça, c'est une théorie et que d'autres n'adhèrent pas forcément. Mais dans le cadre de l'observation du nourrisson, on a pu remarquer qu'il y a énormément d'éléments du parcours médical périnatal du bébé qui sont renforcés ou alors qui sont rythmés par la situation qu'il traverse. On a pu remarquer aussi que souvent, la manière dont le bébé se portait physiquement était fortement corrélée avec l'état de santé des parents qui l'accompagnent. Ça veut dire quelque chose, que l'enfant réagit également à l'état d'esprit, l'état de santé de ses parents. On a pu remarquer également que les mères qui étaient déprimées avaient, lorsqu'elles étaient déprimées, leurs enfants avaient des attitudes de soutien vis-à-vis d'elles, même dans les premiers jours de la vie. Ça représente un comportement qui représente un langage. C'est-à-dire un bébé qui ne pleure jamais, qui essaye de bien se comporter, c'est un petit peu comme si le bébé essayait par son comportement de limiter les problèmes que la mère rencontrait pour faciliter son rétablissement, afin qu'elle soit en retour capable très vite de pouvoir s'occuper de lui. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a du langage non verbal, mais bien sûr, les pleurs sont un langage. Plus, on va dire, qui se complexifie avec les moyens dont l'enfant dispose à sa portée, c'est-à-dire la capacité qu'il a d'identifier les différentes personnes, le nombre de personnes avec lesquelles il est en contact, la multiplicité des besoins qu'il peut rencontrer, parce que plus il rencontre de choses, plus la liste des besoins qu'il rencontre est importante. Les différentes natures de nourriture qu'il demande, qui aussi se diversifient avec le temps, avec les besoins. On a face à l'Occident qui nous imposerait des choses. À ce niveau, on parle d'hommes qui n'autorisent pas qu'une certaine frange de la société, dont les femmes, prennent la parole au sein de ce tabac-là. Ça n'a rien à voir avec l'Occident, mais ça a tout à voir avec une communauté appelée la communauté femme dans ce contexte-là. Alors, lorsque je parle de la confiscation de la parole par les femmes, beaucoup ici disent que finalement ce ne serait qu'un sentiment de féminisme exacerbé. Alors, je dois quand même souligner que l'on parle de la prise de la parole dans l'espace public. C'est dans l'espace public que se construisent les imaginaires. Et ce sont les imaginaires qui déterminent l'habitus des gens. Ça veut dire comment on va se comporter. C'est parce que dans l'espace public, j'ai eu l'habitude de voir comment certains agissent, qu'implicitement étant enfant, j'intériorise que certaines choses me sont autorisées, tandis que d'autres ne me le sont pas. La preuve est simple. Lorsque vous voyez un petit occidental en Afrique, même s'il n'y a jamais été, il se comporte comme s'il était chez lui. Or, lorsque vous voyez un petit Africain dans un contexte qui n'est pas le sien, il se comporte comme s'il devait tout demander. Pourquoi? Parce qu'on a grandi comme ça. On grandit comme ça à travers ce qu'on voit à la télé, à travers les échanges de nos parents qui te parlent d'une colonisation à laquelle tu n'as pas assisté, à une époque où tu n'étais pas encore né,
mais c'est parce que implicitement on intériorise qu'il y a des sujets qui sont dominés d'emblée, que tu intériorises aussi que faisant partie de ce collectif-là, tu es donc implicitement dominé aussi. Mais c'est dans l'espace public qu'on négocie les choses. C'est à travers les discours que l'on cache aussi ces dominations-là. Je tiens quand même à mentionner que je suis issue de 2 grands-mères, une maternelle qui n'a eu qu'un enfant unique et qui est célibataire, elle en a fait le choix dans un contexte traditionnel, et une autre paternelle qui a décidé qu'elle ne voulait plus continuer à être avec mon grand-père. Donc, je ne veux pas dire ici que les femmes soient dominées d'emblée. Ce que je voudrais souligner, c'est que si vous remarquez bien l'archétype du pouvoir, ce n'est qu'une question de construction. Si on démembre, si on déconstruit ce pouvoir-là ou cette autorité, vous remarquerez que je peux prendre la parole, d'autres peuvent prendre la parole, des enfants peuvent prendre la parole, n'importe qui peut être autorisé à prendre la parole tant que l'Assemblée estime que ce que je dis a du sens par rapport à ce que dirait un aïeux ou une personne âgée. À ce moment, on ne parlera plus de pouvoir par rapport au sexe des gens. Parce que, tout simplement, ce serait la lucidité du discours qui déterminera si ce que je dis est crédible au profit ou au détriment de cet autre interlocuteur qui prendra la parole. Or, lorsque d'emblée, parce que la catégorisation n'est pas préexistante à l'humanité, lorsque d'emblée on établit une sorte de structure de pouvoir où on a déjà implicitement exclu une frange de la population, on lui dit donc qu'elle n'est pas autorisée à prendre la parole, aussi crédible fût-elle ce qu'elle voudrait dire. C'est ce que je voudrais souligner tout simplement. Je n'ai pas eu le temps de parler de tout le roman parce que je n'avais que 30 minutes. Le personnage qui narre l'histoire, ça veut dire la voix narrative qui conduit les faits et qui énonce les choses, c'est une femme. Elle s'appelle Nanga Aba. Nanga Aba, enfant, veut dire la mère de là-bas. Alors, si la parole est négociée ou confisquée dans là-bas, et que le personnage qui est une femme, qui narre l'histoire, c'est la mère de là-bas, allez-y vous demander finalement qui maîtrise la parole. C'est ça. Mais évidemment, c'est dans l'article que j'aurai le temps d'expliquer tout ça. Je voulais souligner la question de mon collègue qui parlait de est-ce que Spivak, est-ce qu'on pourrait transposer la question de sujet et objet du discours? Je voudrais quand même signifier que Spivak est d'origine indienne. Donc elle est aussi issue des périphéries. Et ce n'est pas du copier-coller, je la suppose suffisamment intelligente pour ne pas faire du copier-coller de Foucault. Elle s'inspire de Foucault, mais avec des réalités périphériques, on va dire. Donc, lorsqu'elle parle de sujet et objet, ce n'est pas une transposition mécanique d'un modèle occidental, c'est une inspiration, mais en associant des réalités périphériques aussi. Et puisqu'elle est souvent citée comme une référence, je suppose qu'elle serait assez sensible sur ces questions-là. Voilà. Je ne sais pas, la question de la traduction, pour en finir, je suis désolée, ce n'est pas pour monopoliser la parole, c'est parce qu'ils ont titillé beaucoup de choses que je ne voudrais pas laisser comme ça. Vous avez parlé de la question de la traduction. Lorsqu'un Sénégalais écrit, et s'il est sérère et qu'il injecte des mots sérères en français, il y a non seulement une intention poétique, mais il y a aussi une démarche idéologique. Ça veut dire, ce qu'il veut dire, sans vouloir le mentionner clairement, il dit « J'assume que la langue officielle de ce pays, c'est le français, mais je suis aussi sérère avant tout. » C'est ce qu'il veut dire ici. Donc il veut souligner la transculturalité ou le plurilinguisme ou encore l'hétérogénéité de son identité. Et vous imaginez bien, ce texte écrit par un Sénégalais sérère en français, traduit par un Français qui ne sait rien du sérère. Lorsque un Français, n'ayant jamais été en Afrique ni au Sénégal, a entre ses mains, aussi traducteur fut-il, aussi bon et grand traducteur fut-il, lorsqu'il a ce texte entre ses mains et qu'il va le passer en anglais ou en espagnol, il va se passer une calamité esthétique que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il va tuer
on va dire, l'âme de ce texte-là. Parce que lorsque le CRR met des mots, il imbrique le CRR dans le français, c'est une intention, sinon il n'aurait pas fait ça. C'est pourquoi, lorsqu'un Espagnol lit le texte d'un Équateur-Guinéen, il ne peut pas tout à fait être à l'aise, en fait. Ça veut dire qu'il lira des choses, mais il y a forcément des mots qui vont lui échapper. Et lorsque ce texte est traduit en français, comme je l'ai noté, et comme il arrive aussi souvent, je lis souvent des traductions de publications d'écrivains francophones en espagnol, et souvent, on est content. L'écrivain qui est traduit est ravi parce que son texte va avoir un lectorat autre. Mais il ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce qui a été traduit dans ça. C'est ça le plus important pour les gens qui écrivent et qui sont issus de la diversité culturelle. Lorsque la phrase dit « les hommes parlent, les femmes se taisent, les jeunes écoutent », ça veut dire qu'ils sont encore en processus d'apprentissage. Et les enfants jouent veut dire qu'ils sont encore à l'âge de l'insouciance, parce que ces débats-là ne les concernent pas encore. Voilà. Donc c'est pour dire, lorsqu'on est jeune, on joue. On s'amuse. L'un des faits, par exemple, qui conduit des gens là-bas, au début même du roman, c'est un enfant qui a aperçu sa mère avec un autre homme. Et elle va le dire, il ira le dire, et c'est ce fait-là, donc sa parole, finalement, qui va conduire sa mère devant le tribunal de là-bas. Ça veut dire que sa parole est certes périphérisée, mais sa parole compte, mais dans un autre registre. Voilà, je pense que c'est une question de registre. Voilà.